Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Marc Dumoulin, bien évidemment Cécile de Ménibus. Bien évidemment. J'adore comme ça. Vous êtes bienvenus ce soir. Bonsoir, c'est Guilux. Et tout de suite, le grand débat des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Une étape décisive franchie hier à l'Assemblée nationale. La proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Pour 560, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Les députés ont adopté en première lecture les 2 textes sur la fin de vie. C'est un long parcours qui reste encore à mener. Si la gauche et une majeure partie du bloc central se félicitent d'une avancée historique, à l'inverse, les opposants au texte regrettent un faux débat. Mourir, d'accord, mais pas souffrir. Souffrir, c'est insupportable. Donc, il faut changer ça. Les députés ont donc adopté ce droit à l'aide à mourir. Hier, chaque groupe avait laissé une liberté totale de vote à ses députés. La proposition de loi devrait donc poursuivre son parcours au Sénat, sans doute aux alentours de l'automne. Alors parlons vrai, est-ce que vous auriez préféré un référendum pour trancher sur cette question? Et à la question loi sur la fin de vie, vous auriez voté si vous aviez été député? Vous dites à 66% contre, à 29% pour et à 5% vous vous seriez abstenu. Vous avez vécu ce type de situation de vie. Venez témoigner au 0826 300 300. Alors c'est la question qu'on a voulu poser, Philippe Bilger, de se dire, est-ce que vous, si vous aviez été député, vous auriez voté? Vous l'auriez voté, vous, cette loi? Moi, mon parti n'est pas encore pris et je ne fuis pas la question. Je suis frappé par le fait que les réponses pour Sud Radio, relativement nuancées des auditeurs, montrent à quel point, même dans nos familles, et notamment à l'Assemblée nationale, grâce à l'influence bienfaisante, il faut le dire, du député Falormi, il y a eu des débats de grande qualité. J'avoue que je n'ai pas encore pris mon parti, si jamais j'avais à l'officialiser, parce que je suis sensible à l'argument, par exemple, de Philippe Juvin, et à ce que je considère comme un grave handicap, c'est le délit d'entrave, si on fait preuve d'humanité à l'égard de ceux qui veulent se faire disparaître. Mais pour le reste, j'attends avec impatience les délibérations au Sénat. Oui. Françoise Degois. Sans aucun doute, sans aucun bémol, je l'aurais voté, bien sûr. Je l'aurais voté pour simplement mettre aussi à l'abri le personnel médical qui pratique cela, le droit à mourir dans la dignité. Je pense que c'est un immense, comment dirais-je, je pense que c'est un immense pas. Moi, je crois à la force de la vie. Je crois à la force de la vie jusqu'au bout. Je pense qu'on peut décider de vivre jusqu'au bout. J'ai vu dans ma famille des gens malades, dévorés par le cancer. Je pense à mon père, par exemple, mais qui, jusqu'au bout, avait une détermination de vivre jusqu'au bout. Mais tout le monde n'a pas cette psyché-là. Tout le monde n'a pas cette capacité. Et lui, même si c'était un cancer des poumons, ne souffrait pas tant que ça. Il souffrait un peu, mais pas tant que ça. Je pense que la souffrance serait arrivée. Voilà, nous avons tous vu ça dans nos vies. Donc j'aurais dit oui, évidemment, les soins palliatifs. Et puis moi, j'ai été très brassé par Sandrine Rousseau, on en reparlera, qui a vraiment... Elle a été portée, ce moment, cette loi a quand même été portée par des moments humains très forts. Et je respecte autant Marine Le Pen, qui explique pourquoi elle ne veut pas la voter, ou Philippe Juvin, que j'ai entendu chez Jean-Jacques Bourdin avant-hier, qui explique vraiment, j'entends ses arguments, que Sandrine Rousseau qui dit c'est une libération et ça touche mon cœur, donc oui, je l'aurais voté. Jean-Marc Dumoulin. Oui, moi je l'aurais voté aussi sans équivoque. Je crois que le droit à la dignité il est important. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que quels moyens on met en face. Alors effectivement, le soin palliatif, c'est quoi? C'est de la pharmacopée sur lequel on amène à une mort déguisée parce qu'on met les gens en semi-coma. Ah oui. Après, est-ce qu'on pense aux... Alors Françoise a parlé effectivement des soignants, mais qui pense aussi aux accompagnants? Finalement, c'est la mort programmée de plusieurs personnes quand il y a quelqu'un qui est en souffrance à ce niveau-là. Et donc, je crois qu'effectivement, il est sage de pouvoir se concerter sur le choix à faire, la décision à prendre. Je ne crois pas que les médecins, avec le serment d'Hippocrate, se permettent quand même de saccager la vie comme ça. Allez, 0826 300 300. Olivier est avec nous de Colomiers. Bonsoir, Olivier. Oui. Rebonsoir à toute l'équipe. Oui. Alors bon, je réponds après vous, ça va pas être facile, mais bon, mon avis ne va pas être très objectif, car je vous avoue être trop impliqué émotionnellement. Pour autant, je pense que pour certaines situations,
un choix est très difficile et une décision peut s'imposer. Pourquoi mon avis n'est pas forcément objectif? Parce que bon, moi, depuis le livre Les Fossoyeurs, sur la révélation sur le système qui maltraite nos aînés, là, qui était paru à l'époque, je suis plutôt dans un combat sur ça et je suis étonné qu'on parle de ça aujourd'hui, mais qu'on parle peu de ce qui se passe pour nos aînés dans les maisons de retraite. Voilà. Donc je n'ai pas un avis très très objectif, je suis désolé, mais je suis contre en fait pour l'instant. D'accord. Patricia est avec nous de Montpellier. Bonsoir Patricia. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi justement, contre l'avis d'Olivier, je serais plutôt pour cette loi, mais justement parce que j'ai un avis plus objectif, je dirais, parce que finalement je pense que tout le monde doit mourir dans la dignité et chacun a le droit finalement de décider finalement quand il a envie de mourir. Et je trouvais dommage qu'on soit dans une hypocrisie dans le système actuel, parce que c'est vrai, Françoise a raison, c'était souvent les professionnels médicaux qui avaient cette responsabilité d'accompagner les gens par empathie. Voilà, et je pense que c'est important d'aller vers cette démarche aujourd'hui, finalement, de donner le droit à mourir, parce qu'il y a d'autres pays qui le font. Et donc, autant que la France aussi se joigne à cette communauté, à cette communion, en tout cas, de pensée, parce que l'homme est important et finalement, nous, ça ne nous touche pas. Ce qui touche, c'est la personne qui est en train de mourir, qui est en train de souffrir. Donc, c'est important de lui laisser ce droit. Mais certains malades veulent en finir aussi pour éviter que les aidants souffrent terriblement. Mais ça, c'est super ce que vous venez de dire, parce que là, et en plus notre ami Jean-Marc, notre ami maire, dit la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai vu aussi dans des cas vraiment de dégradation profonde, j'ai vu un jour moi le mari qui était véritablement l'accompagnant, parce que c'est un vrai métier, mais à un moment donné, il est mort avant la personne malade, il est mort dans son sommeil d'une crise cardiaque. Les dommages collatéraux, on ne se rend pas compte. Moi, ça m'a percuté parce que j'ignorais cet aspect-là. Mais je pense que vous avez raison. Vous soulevez un problème majeur, la souffrance de celui qui, en plus, fait souffrir les gens qu'il aime autour de lui. Vous êtes aidant, vous avez été aidant dans ce cas de figure. Venez témoigner au 0826 300. J'ai juste... vous savez, c'est exactement la même démarche. Aujourd'hui, dans les maisons de retraite, c'est une population très grabataire, enfin souvent très grabataire qui rentre. C'est un déchirement pour la famille d'amener déjà en maison de retraite. Parce qu'on sait très bien que quand on y va, on ne sortira jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc effectivement, il y a quand même une évolution de la réflexion de notre société qui devrait aller dans l'accompagnement de fin de vie. Comment le fait-on? Pas forcément, effectivement, sur des cas d'une pathologie extrême qui fait que, effectivement, on doit se résoudre à peut-être cette extrémité-là. Mais je crois qu'il y a quand même une réflexion aujourd'hui. La France est un pays qui ghettoise trop les personnes âgées. Mais justement, mais je le dis avec beaucoup de scrupules, moi c'est précisément l'intercession médicale qui me semble relever de l'humanité. Au fond, tous les jours, on est prêt à pourfendre, à critiquer les personnes qui n'acceptent pas la vie qui devient difficile. On dit qu'ils vont se faire disparaître et on considère que c'est un moment de dignité de choisir de faire disparaître une vie parce qu'elle est trop douloureuse, alors que le médecin, lui, intervient et en quelque sorte empêche des dérives qui peuvent exister et que certains dénoncent de manière anticipée. Vous avez raison sur les dérives, Philippe, mais elles sont assez rares. Je pense à la dérive en Espagne où il y a cette jeune fille qui avait essayé de se suicider parce que l'Espagne est très à l'avance sur nous et en fait elle a raté son suicide, elle était tétraplégique je crois, et elle a décidé de se suicider contre l'avis de ses parents. Elle a 25 ans. Donc, bien sûr, ça, c'est des cas extrêmes. Mais j'arrive pas à comprendre votre raisonnement. Il y a un moment donné, les médecins, Philippe, vous le savez très bien, ils peuvent plus soigner. Ils sont très honnêtes avec la famille. Ils disent, il n'y a plus d'espérance de vie, vous allez rentrer chez vous, nous ne pouvons plus soigner. Oui, mais nous ne pouvons plus soigner et vous allez souffrir. Mais j'aime bien le système palliatif tel qu'il est prévu par la loi Leonetti, qui manque peut-être de cette dignité à laquelle vous aspirez, mais elle me semble à la fois concilier le refus de la souffrance, il faut aider le malade, et en même temps elle ne fait pas craindre le pire sur le plan de l'humanité, me semble-t-il. Ouais, mais je ne sais pas comment je ferai au moment suprême. Juste sur le système palliatif, je vais vite, le système palliatif, nous sommes au début, moi j'étais très copine avec des médecins qui soignaient le sida, au début tout le monde tombait comme
des mouches. En Le quelques sida, mois. en 6 mois, 84, vous étiez liquidé dans des conditions atroces. Vous perdiez 40 kilos, vous aviez des kaposies partout. Ce médecin était chef de service, me disait, tu sais, à la fin, il y a que les mères qui viennent, il y a que les mamans qui peuvent supporter de voir leur enfant comme ça. Mais que voulais-je vous dire là-dessus, sur cette question-là, c'est que même en soins palliatifs, il y a un moment donné, la douleur, vous ne pouvez plus la soulager. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est ça. C'est un vrai sujet. 0826 300 300 avec Richard qui est avec nous de Toulouse. Bonsoir Richard. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Mais en fait, moi, je l'aurais voté parce qu'en fait, j'ai vécu ça au travers de mon père. Ma mère a eu un Alzheimer sévère et est restée pendant 2 ans comme un légume, sans nous reconnaître à la maison. C'est lui qui s'en est occupé, avec 1 heure de sortie par jour, avec quelqu'un qui venait. Et il a laissé des plumes. Et pourtant, on lui avait promis à notre mère qu'on l'aiderait à partir parce qu'elle ne voulait jamais être emboulée, parce que donc voilà, c'était son souhait, ne jamais être à charge. En fait, elle a toujours voulu rester debout et malheureusement on n'a pas pu honorer ça parce que déjà il faut savoir que si on aide quelqu'un à partir, c'est un crime que mon père ne voulait pas. Donc et il faut rappeler aussi peut-être aux gens que si vous aidez quelqu'un à partir, vous êtes déshérité aussi. Ça paraît idiot, mais la loi est, même si vous faites une action qui apparaît nécessaire, donc oui pour. Par contre j'ai une réserve quant au moment. Au mois de juillet, on va nous annoncer des mesures d'économie drastique. Est-ce que le vote de cette loi n'est pas un signal à la finance internationale qui va commencer à tirer pour financer notre déficit? Parce que c'est un moyen, qu'on le veuille ou non, de réduire la charge aujourd'hui de nos aînés qui sont aujourd'hui dans un état qui pourrait, ou en facilitant ses départs. En tout cas, je trouve complètement inopportun le moment. On a tellement d'autres choses à faire actuellement. Alors, on est à la limite de la banqueroute et on va le voir au mois de juillet. J'ai bien peur que ça soit pas une idée généreuse au fond derrière ça, quoi. Merci de votre témoignage. Merci, Richard. Hélène est avec nous de Toulouse aussi. Bonsoir ça Hélène. Énormément. Bonsoir, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Oui, vous êtes arrêté. Est-ce que vous êtes arrêté sur le côté, sur le bas-côté, Hélène? Je vais m'arrêter. Voilà. Je voulais simplement vous dire, je suis cadre de santé en EHPAD. Et du coup, je voulais aussi tendre un peu le cou à toutes ces idées que tous les EHPAD sont des mouroirs, on s'occupe pas. Hélène, on vous entend pas. D'abord, c'est dangereux. Arrêtez-vous sur le côté et on vous rappelle de suite. Ok, bougez pas. Allez-y, Hélène. Arrêtez-vous parce que ce sera beaucoup plus simple. Il y a un truc que je voulais dire aussi, ce que je trouve plutôt exceptionnel, c'est cette liberté de vote, de dire que pour une fois, à un moment donné, que tous les groupes donnent la liberté à chacun de donner son avis sans condition. Oui, mais c'est bien de le rappeler parce que c'est important. Paradoxalement, moi je sais que c'est purement naïf, je la souhaiterais sur tous les sujets parce que ça changerait radicalement la vie politique. Ça, c'est vrai. Je crois que non, parce que la vie d'un groupe, si vous savez, après c'est un ensemble de petites misères personnelles et de petits intérêts personnels. Un député aussi, quand vous avez un groupe à 200, c'est 200 intérêts personnels dans les deux pour ça, sur sa circonscription, etc. Donc non, mais c'est fort la liberté de groupe, mais ça c'est toujours sur des sujets solennels. Allez, 0826 300 300, Laurence est avec nous de Tarbes. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Voilà, je viens faire un petit témoignage pour dire que je suis pour cette loi parce que je suis directement concernée. Ayant une maladie de Parkinson qui évolue, comme tout le monde le sait, vers une paralysie totale, les soins palliatifs pour moi ne pourraient pas servir puisque en fait, je ne serai vraiment jamais en fin de vie imminente. C'est-à-dire que je peux rester 20 ans paralysée dans un lit sans pouvoir bouger du tout et en ayant toute ma tête. Donc je considère que personne à ma place ne peut savoir mieux que moi si je souffre, si j'ai envie de partir, si je suis malheureuse, si cette vie de paralysie dans un lit est pour moi supportable ou non. Et c'est difficile d'entendre des gens qui disent, des spécialistes, qui se disent spécialistes, d'entendre que cette loi en fait est faite pour les gens en bonne santé, ce que j'ai entendu ce matin ou hier,
sur Sud Radio le matin. Voilà, non, cette loi n'est pas faite pour les gens en bonne santé. Voilà, c'est ça. Cette loi n'est pas faite pour les gens en bonne santé qui se font des idées là-dessus. Cette loi est faite pour des gens aussi comme moi. Mais malheureusement, si je ne rentre pas dans la loi, étant donné que je ne serai pas en état de mort imminente comme ça, eh bien, je serai obligée de partir à l'étranger, même si cette loi passe. En fait, merci Laurence pour votre témoignage. En fait, j'ai bien conscience que ma position totalement minoritaire ici relève d'un décret d'autorité qui vient d'une culture, voire d'une religion. C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que au moment suprême, j'espère être capable d'avoir un décret d'autorité sur moi-même pour dire je ne veux pas décider de ma mort. Je ne veux pas décider de ma mort de la même manière que je n'ai pas décidé de ma vie. Alors je conçois totalement qu'on soit opposé à tout ça. Laurence, merci de votre témoignage touchant. On vous embrasse et Laurence, vous avez tout notre soutien. On vous embrasse bien entendu. Et je vous comprends tellement. Dimitri est avec nous. Bonsoir Dimitri. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, oui. Tout à fait, voilà. Je fais une... voilà. C'est juste pour dire, moi je suis soignant, je suis infirmier anesthésiste dans un hôpital. Et je vais vous dire pourquoi je suis contre l'euthanasie ou l'assistance médicale au suicide assisté. Parce qu'il y a une chose qu'on ne prend jamais en compte. La première, c'est que déjà, quand on est malade, on tombe en dépression. Et l'effet secondaire de la dépression, c'est les envies suicidaires. On a envie de se suicider. Donc, on a envie d'être euthanasié. Donc finalement, on a envie de mourir parce que c'est un symptôme de la maladie initiale. Enfin, excusez-moi, mais toute personne qui tombe en maladie grave n'a pas automatiquement des idées suicidaires. La dépression vient vite. Je l'ai vécu dans mon entourage très proche il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas spécialement suicidaire. Hein. Vous voyez Olivier Roy, Dimitri, vous voyez Olivier Roy qui est sur tous les plateaux, il est atteint de la maladie Charcot, il a plus beaucoup de temps à vivre, il a tout sauf l'état d'esprit de quelqu'un de suicidaire. Mais... Oui, non, mais la maladie de Charcot, c'est encore atypique, c'est un cas sur 1 million. Vous savez, les gens qui veulent l'euthanasie, c'est quoi les gens qui veulent l'euthanasie? C'est les gens qui ont un cancer, je suis soignant, tous les jours je vois. C'est les gens qui ont un cancer généralisé. Et pourquoi ils veulent mourir? Parce qu'ils sont dans une dépression. Et pourquoi ils sont dans une dépression? Parce qu'ils ont mal, ils souffrent. Et pourquoi ils ont mal et pourquoi ils souffrent? Parce que l'État français n'est pas en mesure d'apporter des soins palliatifs de qualité. Oui, c'est ce qu'on disait. Dimitri, merci Dimitri. Merci Dimitri, parce qu'il nous reste 20 secondes, mais on a retrouvé Hélène. Hélène, on voulait absolument vous donner la parole. Hélène, on vous écoute. Oui, c'est gentil. Voilà, c'était juste pour dire quelques mots. Je suis cadre de santé en EHPAD. On fait le maximum dans les EHPAD aujourd'hui avec le peu de moyens que nous avons pour s'occuper de nos aînés. Nous, on est confrontés à la fin de vie régulièrement, presque, j'ai envie de dire, plusieurs fois par mois. On a énormément de mal à accompagner les résidents parce que tous les DAC 31, toutes les associations qui s'occupent de la fin de vie ne sont jamais disponibles. C'est très compliqué pour nous. Ceci dit, moi j'ai eu l'occasion on m'a proposé de participer à des euthanasies, j'ai toujours refusé parce que je pense que ça doit être fait sur la base du volontariat. Je suis pour l'utilisation des soins palliatifs et évidemment de l'arrêt de la douleur et de la sédation profonde comme la loi Leonetti le préconise, mais elle n'est pas appliquée cette loi, c'est incroyable. Et alors qu'on met des moyens sur des choses dont on n'a pas besoin, et les soins palliatifs c'est quelque chose qui devrait être la priorité dans notre société. On a de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies neurodégénératives et on ne met pas les moyens pour soulager les gens. Ceci dit, voilà, moi je ne pourrais pas faire de l'euthanasie. J'ai refusé de le faire, j'avais peur que ça me suive. Voilà. Et je suis pour, après, si les gens veulent le faire, évidemment, je suis pour, mais il faut que ce soit sur la base du volontariat. Merci beaucoup, Hélène. Merci à l'ensemble de nos auditeurs, parce que c'est pas un sujet facile, bien entendu. C'était fort, hein? Oui, ouais. Ils m'ont ému, bien entendu. Allez, vous restez avec nous. On peut comprendre qu'on soit opposé, c'est intéressant. C'est vraiment très subtil. Et on peut comprendre qu'on puisse changer d'avis aussi. À un moment donné, on est opposé, on dit oui, on dit non. Enfin voilà, c'est ça le problème de cette loi. Merci beaucoup en tout cas à tous nos auditeurs. Et puis on se reparle dans quelques instants avec un moment un petit peu plus rigolo. C'est le qui c'est qui l'a dit. Et on garde Olivier, bien entendu. Soyez bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h.